Nikongwe Yahweh, Yahweh, batela Nikombo Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe Yahweh, Yahweh, batela Nikombo Bienvenue à ce journal. Salutations spéciales à toutes et à tous. Ils éprouvent plusieurs difficultés dans l'exercice de leur métier. Les riziculteurs du territoire de Sekebanza ont fait entendre leur voix. Le détail dans ces reportages. La République démocratique du Congo dépend fortement des importations pour répondre à ses besoins de consommation en riz en dépit de ses 80 millions de terres arables. Les producteurs locaux sont confrontés aux défis énormes. Les cas des riziculteurs de la division unique du Bas-Fleuve nous a confirmé l'ingénieur Louyeye Mfoulou Edi Arnold, point focal projet riz, avec la Chambre d'e-commerce Congo Central et porteur de la voix des riziculteurs de l'ex-cité de Kinza-Mvwete en particulier et ceux du territoire de Sekebanza en général, qui dans une brève interview accordée à votre rédaction a peint le tableau des difficultés dont ils font face. Dans ses mots introductifs, l'ingénieur Louyeye a fait un aperçu sur la culture de cette denrée de première nécessité. Pour faire cette culture-là, il y a un certain nombre d'exigences. On peut faire ce qu'on appelle par culture pluviale ou culture de riz de montagne ou la culture des riz irrigués ou des riz de bas-fond. Alors dans les territoires de Sekebanza, c'est beaucoup plus le secteur de Mbavu qui s'adonne plus à cette culture-là, mais les riziculteurs de Mbavu le font en forêt. Alors vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Quand on se met à dévaster la forêt, c'est un problème environnemental qui se pose. Et cette façon de faire n'est pas du tout bonne. Depuis une dizaine d'années, il y a une autre façon de faire qui s'est développée, notamment la culture des riz de bas-fond. Les difficultés sont légion, notamment le manque de financement, l'accès à la sémence, les conflits des terres, sans être exhaustive. La première difficulté qu'un riziculteur rencontre, c'est d'abord l'accès à la terre. Donc il faut avoir des moyens pour pouvoir avoir les espaces nécessaires et réaliser votre activité. Et aussi, il y a des terres qui sont conflictuelles. La deuxième difficulté, c'est que nous n'avons pas assez de moyens de production. Et notre agriculture reste manuelle. On travaille avec la machette. D'abord, pour avoir la semence à soi, ça coûte cher. 1 kilo de riz paddy coûte $3. Pour emblaver 1 hectare, il faut à peu près 48-50 kilos. Donc ça, $50 déjà, ce n'est pas à la portée des agriculteurs. Le ministère provincial de l'agriculture a procédé récemment à la distribution des boutures et semences aux agriculteurs. Ces représentants des riziculteurs n'a pas manqué de mettre son point de vue sur cette initiative. Personnellement, ça n'engage que moi. Cette façon de faire du ministère de l'Agriculture ne me satisfait pas. D'abord, sur place, il y a des structures qui existent. Donc, je pense que s'il faut donner un appui, il faut venir vers les structures. Dans ce même chapitre, les points focaux, le projet riz avec la Chambre d'e-commerce Congo Central est porteur de la voix des riziculteurs de l'ex-cité de Kinza-Mvwete en particulier et ceux du territoire de Sekebanza. L'ingénieur Louyeye Mfoulou Edi Arnold a lancé un message au gouverneur de province. Suivez. Pour le gouverneur de province, Excellence, je vous demanderai vraiment de nous aider, les riziculteurs, à pouvoir avoir des moyens de production, notamment avoir accès aux crédits agricoles. Et ce n'est qu'avec ça qui pourra nous aider à faire de vastes étendues. La technicité, nous en avons. Le savoir-faire, nous en avons. Mais les moyens financiers pour emblaver de vastes étendues, ça nous manque. Si aujourd'hui, nous pouvons avoir ne fût-ce que facilement accès à des crédits agricoles avec des conditions un peu plus souples,
pour les riziculteurs, je pense que le territoire de Sekebanza, de manière générale, pourra nourrir la province en ce qui concerne le riz bio produit localement. Donc il faut un accompagnement. Sans accompagnement, ça sera difficile pour que nous puissions produire de grandes quantités, de grandes étendues, n'est-ce pas, pour pouvoir essayer un peu de résorber les importations chinoises et asiatiques de manière générale. Installé à 3 km de l'agglomération de Kwakwa, située dans le territoire de Sekebanza, l'ancienne résidence du tout premier gouverneur de province élu de la province du Congo central, est dans un état de vétusté. Faustin Mwanda Vital est placé donc dans les oubliettes. Les détails. Il a servi la province pendant 4 ans, soit de 1962 à 1966. Le tout premier gouverneur élu de la province du Congo central, ex-Bakongo, Faustin Mwanda Vital, est placé dans les oubliettes. Parmi les 34 gouverneurs qui l'ont succédé, un seul a pensé à immortaliser ses ressortissants du village Kinzaulanda, situé à plus de 40 km du chef-lieu de la province du Congo central dans le secteur de Lufu, territoire de Sekebanza. Un mausolée construit sur fonds propres de la province sur initiative de l'ancien gouverneur Ato Matubwana. 30 ans après sa disparition, a tant soit peu ravivé l'éclat de l'image de ses fils Congo, longtemps marginalisés. Nous sommes au village Kilumbu, situé à 3 km de l'agglomération de Kwakwa, toujours dans le territoire de Sekebanza, dans sa concession agricole faisant d'office sa résidence officielle où il a habité de 1968 à 1988. Son ancienne résidence abandonnée est dans un état de vétusté sans précédent. Seuls les travaux de désherbage qui se font régulièrement sur cet endroit par la famille du défunt. Pourtant, elle pouvait bien servir à la province comme un site touristique, a dit l'un parmi ses petits-fils, ingénieur Dieu merci Mwanda. Les garages par contre est sous les herbes. Rappelons que lors des premières élections législatives de 1960, Mwanda Vital a été élu député à l'Assemblée nationale. Peu après, il a assumé plusieurs fonctions, notamment ministre de la Défense nationale dans les gouvernements Iléo et ministre d'État. Né le 13 mars 1923, Faustin Mwanda Vital a tiré sa révérence le 21 octobre 1988. Changeons de chapitre, parlons du projet de développement local de 145 territoires, selon un expert reçu sur les plateaux de l'émission. Dites-nous la vérité sur Bio1 Télévision. La qualité des ouvrages présentés par les agences d'exécution présente des écarts importants avec le montant décaissé. Le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement n'a pas tardé pour faire taire, ou sinon n'a pas tardé pour donner des éclairages par rapport à ces affirmations. Suivez. Nous pensons que ces infrastructures ont été surestimées en termes de coûts. La qualité de l'ouvrage présente des écarts importants avec les montants décaissés. Le coût global du volet 1, c'est 511 millions de dollars. Le FMI a décaissé la totalité de ce fonds-là. On a mis ça à la disposition du gouvernement. Et le gouvernement, de son côté, a décaissé la totalité, j'ai dit. Or, en marché public, on ne décaisse pas la totalité. Il faut l'avance de 30%. En croire cet expert, le détournement des fonds du projet de développement local des 145 territoires est confirmé conformément aux chiffres dévoilés. 511 millions de dollars américains, c'est le montant décaissé par la Banque mondiale pour l'implémentation de ces projets du gouvernement congolais qui visent à réparer les inégalités sociales constatées entre le milieu urbain et le milieu rural, dont la construction des écoles, des centres de santé et de bureaux des administrateurs de territoire sur toute l'étendue du pays était la première étape. Face à cette communication, la mise au point du gouvernement valait son pesant d'or. Le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement a de son côté demandé à l'opinion publique de ne pas se fier aux propos de cet expert. Ce week-end, j'ai reçu plusieurs fois des vidéos sur un prétendu détournement de projets de développement local de 145 territoires. On vous dit même qu'on a donné 511 millions et qu'on a justifié que 9 millions sur 511 millions. Ce qui suppose que 502 millions de dollars se sont volatilisés. Mais alors, en faisant juste un peu de recul dans la forme,
c'est lui qui parle derrière ces rapports. Est-ce qu'il a pris le soin, moi j'ai vérifié, de discuter avec les agences? Parce que c'est que nous, on a refusé, au début de ces projets par exemple, c'est que cela ne soit rattaché directement au cabinet ou au ministère. Parce que nous avons une expérience et on n'a pas voulu que ces projets puissent être soumis à une série de contraintes, entre guillemets, ou des procédures. On a confié des projets à des agences qui sont réputées. Ils font tous les 3 mois un rapport d'exécution physique, financier, et donc toutes les précautions sont prises au niveau du gouvernement depuis le jour 1 de ces projets jusqu'à ce jour. Alors, comment accorder la moindre crédibilité à des propos qui sont tenus par quelqu'un qui se présente comme un expert, mais qui n'a pas eu, lui, dans la démarche, l'honnêteté de la contradiction que suppose une telle démarche? Rappelons que le PEDEL 145T a été lancé en 2022. Au Tchad, Succès Masra est entendu à huis clos par un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui. L'ancien premier ministre de transition est soupçonné d'incitation à la haine, de révolte et de complicité de meurtre. Ses avocats évoquent les secrets de l'instruction. TV5 Monde. Rien n'a filtré de l'interrogatoire de fond mené par le juge d'instruction. Il s'est tenu à huis clos à la coordination de la police judiciaire. À l'issue, les avocats de Masra Succès ont gardé le silence. Ce matin, face à notre caméra, ils ont invoqué le secret d'instruction pour justifier leurs réserves. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'interrogatoire s'est bien déroulé, nous dit l'un d'eux. Selon des sources, d'autres charges pourraient peser contre l'ancien Premier ministre de transition. Nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer puisque l'information ne vient pas de nous. Nous nous en tenons simplement à notre dossier qui est en instruction et comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas en dire plus. Mais est-il qu'au moment venu, vous saurez s'il y a eu des charges supplémentaires ou pas. Arrêté le 16 mai à son domicile, Succès Masra est soupçonné d'incitation à la haine et à la révolte. Il est également accusé de complicité de meurtre après le drame de Mandakao dans le Logone occidental qui a fait une 40aine de morts. Son parti, le Transformateur, dénonce un enlèvement et réclame sa libération. Le gouvernement, de son côté, a plusieurs fois rejeté les accusations de l'opposition qui parlent d'un procès politique. C'est la fin de ce journal réalisé par Ronsard Condé. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Au revoir. Audio Jungle.